my expert opinion. Aujourd'hui est sorti A Knight of the Seven Kingdoms épisode 4. Il devait initialement sortir lundi prochain, il est sorti aujourd'hui en raison du Super Bowl de Bad Bunny. Voilà, HBO a eu un peu peur au niveau des audiences. Ils ont envoyé ça le vendredi et quel plaisir parce que, bon, voilà, depuis que c'est sorti, A Knight of the Seven Kingdoms est une réussite, c'est vraiment excellent. Le problème, c'est la frustration causée par les 30 minutes de chaque épisode. Moi, je veux en voir plus. À la base, je voulais pas vraiment faire de vidéo sur Knight of the Seven Kingdoms. Je voulais attendre que ça finisse et faire une espèce de constat global par rapport à Game of Thrones, par rapport à House of Dragon. Et du coup, cette troisième série qui vient compléter ces 3 œuvres distinctes. Mais l'épisode d'aujourd'hui a révélé que bon, finalement, il fallait que j'en parle. Parce que waouh. Ayant trouvé quand même House of Dragon, comment expliquer ça? Mid. Alors j'ai trouvé House of Dragon juste bien. Étant un grand fan de Game of Thrones, tu vois. J'ai trouvé ça juste bien. Donc quand on m'annonce une série qui reprend l'univers de Westeros, je suis content. Forcément je suis content. Et pourtant au début j'étais pas spécialement hypé. J'ai regardé ça pour regarder au début. Franchement, je trouve que c'est une réussite, autant bien dans les décors. L'histoire est très simple et c'est pas l'histoire qui intéresse, même si après, quand on regarde un peu l'histoire des romans, etc., il y a l'air d'avoir quand même de sacrées choses, quand même, de sacrées intrigues, etc. Là n'est pas la question. Au début, c'est juste un chevalier un peu paumé, un chevalier un peu. Parfois, c'est même un peu dur à le regarder. Il est là, il est un peu perdu, il galère un peu, c'est un peu le gros débile de service qui rencontre un jeune écuyer mystérieux, crâne rasé, on ne sait pas trop d'où il sort, mais on s'y attache très vite. On s'attache très vite d'ailleurs à ces deux personnages et à ce duo de personnages. En effet, Dunk et Egg, moi ils m'ont eu et c'est pour ça que je pense que HBO, ils axent toute la promo sur leur duo, même hors série, quoi. Par exemple, quand on regarde les interviews, ils sont toujours tous les deux, même on a l'impression que l'acteur de Dunk, il en a un peu marre quand même de Egg. Mais voilà, il est là, Egg, il est trop mignon, trop sympa. On a vraiment de l'empathie pour ces personnages, c'est vraiment des personnages très attachants. Alors voilà, il y a le côté un peu gros débile, mec un peu simplet. On ne fait que le rappeler qu'il est très grand et qu'il est débile. C'est vraiment les deux seules choses qui caractérisent vraiment Dunk aux yeux des gens. Donc cet épisode traite un peu de la révélation de la réelle identité d'Egg, du coup Aegon V. Et voilà, du coup de sa famille, donc Aegon Targaryen, etc. Le fils du roi Maekar. Fils du roi Maekar, et si je crois bien, si j'ai bien compris, du coup, lui, c'est le père du roi fou, et donc le grand-père de Daenerys, et l'arrière-grand-père de Jon Snow. Donc voilà, les Targaryens, je trouve quand même que la dynastie, elle est un peu difficile à comprendre. Ils ont tous le même nom, ils couchent tous ensemble, ils font des enfants comme ça, personne ne comprend rien, ils sont tous incestueux. Et ce qui est intéressant aussi à voir dans les Knight of the Seven Kingdoms, c'est la réputation des Targaryens, je trouve, qui est mise en avant vraiment. En fait, les Targaryens sont vus comme des monstres incestueux, pour reprendre ce que disait un des personnages de la série. Voilà, personne n'aime les Targaryens, de haut parce qu'il y a toute cette histoire avec les dragons. Et d'ailleurs, dans l'épisode, on rappelle qu'ils n'ont plus de dragons, ils sont plus censés faire peur. Donc l'histoire de cet épisode traite en particulier de la réelle identité de Egg, qui est en réalité Aegon V Targaryen, un héritier du trône et membre de la famille légendaire des Targaryens. Donc voilà, l'épisode il commence avec Dunk qui est dans sa cellule, une cellule très froide, très sale. On voit un rat dehors, il pleut des cordes. Voilà, c'est pour représenter ce côté très tragique de cet épisode, parce que c'est le seul qui est comme ça.
l'épisode est très tragique. L'épisode est très dramatique, c'est le seul qui est un peu dans cette couleur-là, parce qu'en fait, les 3 premiers épisodes, ils étaient dans une espèce de découverte. Tu avais l'impression de te balader dans ce petit village avec le tournoi, etc. Tu avais l'impression de sentir les odeurs. Tout est très bien réalisé de ce point de vue. Tu as l'impression d'y être, en fait. Tu as l'impression que tu vas t'inscrire pour le tournoi. Tu as l'impression de sentir l'acier, la fumée, les différentes épices, l'alcool, tout ça. Tu as l'impression de tout sentir. Et c'est pour ça que c'est trop fort. HBO et Game of Thrones n'ont aucune concurrence, parce que même si j'ai pas regardé les Anneaux de pouvoir, visuellement, ça donne envie un peu de gerber. Tout est synthétique, etc. Là, tu sais que tout est vrai, tu ressens vraiment, tu ressens la terre, tu ressens les arbres, tu ressens l'ambiance. Tout est bien calibré, il y a la musique qui est à un certain niveau, il y a un petit truc d'ambiance, et de ce point de vue-là, c'est parfait. Cet épisode-là est plus dramatique et ça fait du bien aussi à vous. Ça fait aussi du bien de voir ça, en fait, de voir ce côté plus dramatique et qui nous rappelle à la réalité que quand même, on est dans Game of Thrones, on est dans l'univers de Game of Thrones, c'est la continuité là dans le cas du scénario et de l'histoire, c'est bien avant, il y a toujours ce truc, retour à la réalité, ils ont la vie dure ces personnages, même si bien évidemment on a envie d'y être là-bas, mais ils ont la vie dure, voilà, tous les jours Dunk doit se débrouiller et on voit qu'il a une vie pas facile, et c'est ça qui est très fort, et c'est pour ça qu'on a de l'empathie pour eux. Donc je reprends dans le cadre de cet épisode-là, donc on voit Dunk enfermé, il a cette petite conversation avec Aegon 5, vis-à-vis voilà, de la révélation. Il est très impacté par le mensonge d'Aegon, parce que c'est un vrai gentil, Dunk. Voilà, c'est un vrai gentil, et bien évidemment comme tous les vrais gentils, et bah, il sait comment sont les méchants. C'est un peu balèze, un peu bateau de dire ça comme ça, mais donc il dit oui, tu t'es moqué de moi, nanani, nanana, tu m'as pris pour un débile, etc. Nanana. Et Gon, il lui explique la situation. Bon, après, c'est pas la question. On passe vite entre le dialogue entre le grand roi, non, le prince. Je crois que à ce moment-là, dans l'histoire, c'est la main du roi Mekar, le prince héritier, etc., prince de Père Dragon, tous les titres qu'on donne au deuxième Targaryen, sans se mentir. Donc voilà qui est pour moi ce personnage. Le MVP, franchement, moi il m'a saisi. C'est peut-être le plus grand Targaryen de l'histoire qu'on a vu. C'est trop fort, parce qu'après on va revenir évidemment à la fin de l'épisode pour ceux qui ont vu la série, donc on va en reparler. Mais du coup, il y a cette conversation. Donc voilà, Aegon dit que le prince Baelor veut le voir pour discuter de ce qui s'était passé. Donc quand il y a eu cette petite bagarre, quand il a violenté le prince Aeron. Donc voilà, en fait il explique qu'il comprend la situation de Dunk, mais qu'il peut rien faire, parce qu'on ne frappe pas un prince. Et c'est vrai, on ne frappe pas un prince, on ne frappe pas un noble. Et c'est pour ça que The Knight of the Seven Kingdoms, c'est trop fort. C'est parce qu'on nous rappelle, c'est cette espèce de classe sociale qui est, depuis le début de Game of Thrones, quelque chose d'important quand même. Il y a les nobles et il y a les pauvres. Quand Game of Thrones et House of Dragon, ils mettent le point sur les nobles et on suit vraiment les nobles de Westeros, donc les grosses familles, les Lannister, les Stark, les Targaryens, les Baratheons, etc., etc., etc. Là, on s'occupe de Dunk, de l'Arbreau, de la meuf, désolé j'ai oublié son nom, j'ai pas mes notes sur moi, mais celle qui s'occupe des marionnettes, un peu le love interest de Dunk, voilà, du forgeron, tout ça. C'est ça qui est fort. Et du coup, dans cette séquence, Baelor lui dit qu'il comprend que c'est le travail de tout chevalier de défendre les innocents, etc. Mais il lui dit que c'est pas parce que lui est compatit que ça va pas mal finir pour Dunk. Donc je pense qu'il le comprend, et Baelor le comprend aussi. Mekar va être sans pitié parce que c'est les nobles, parce qu'Aerion est le prince, etc. Et que ça ne peut pas rester impuni. Il a tapé, en plus il lui a mis une vraie raclée. Voilà, voilà. Dunk il a peur, Baelor aussi, parce qu'il a l'air d'être bien aimé Dunk. Après on le verra qu'il l'aime vraiment bien.
Et voilà. Donc il aime bien Dunk, etc. Et du coup, il dit que voilà, il va être convoqué par Maekar Targaryen pour parler nanani, nanana. Il lui soumet l'idée de proposer une Ordali par combat singulier. Alors, cette Ordali par combat singulier, on la connaît, on n'est pas novice dans l'univers de Game of Thrones. Ça nous a peut-être donné l'un des plus grands épisodes, je pense, de la série de base Le Trône de Fer Game of Thrones, c'est-à-dire dans la saison 4, la vipère contre la montagne, donc le combat d'Oberyn Martell contre il s'appelle la montagne, je sais plus son nom, c'est quoi, Clegane, c'est le frère de Sandor, bref. Et voilà, donc on connaît Tyrion dans son procès, etc. Il avait dit Ordali par combat singulier, il avait dû trouver un champion, etc. Donc là, Baelor lui dit de faire la même chose, Ordali par combat singulier, pour que voilà, chacun règle son problème. Et donc aussi dans cette discussion avec Baelor, on apprend aussi qu'il n'est pas seulement accusé d'avoir violenté le prince Aerion Targaryen, mais aussi d'avoir kidnappé Aegon V, que du coup Aegon depuis le début de l'histoire, parce que du coup c'est Daeron, ce qu'on voit dans le premier épisode qui est avec Aegon, qui aurait dit ça à son père, etc., qu'il aurait vu un grand chevalier kidnapper Aegon. Donc après voilà, donc il va être jugé pour ces deux faits. Donc là on en vient à la convocation, donc au face à face avec Maekar Targaryen, Baelor, donc des membres un peu de l'espèce de conseil. Mais du coup voilà, on va savoir ce qu'il va en être pour Dunk vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, on connaît Dunk, tout gêné, il sait pas vraiment y faire, il arrive, il est un peu stressé, tout ça. La première chose qu'il dit, Ordali par combat singulier. Bon. Voilà, on voit la réaction, ça a l'air d'être une proposition qui plaît à tout le monde, hein, parce qu'on voit que même Maekar il trouve ça juste, etc. Alors Aerion Targaryen lui dit que non, parce qu'il ne peut pas faire le combat singulier, parce qu'il y a aussi Daeron qui est impliqué dans cette histoire, que donc il doit être soumis au jugement des sept. Donc quelque chose de tout nouveau dans Game of Thrones, dans l'univers de Game of Thrones. On ne sait pas vraiment ce qu'est le jugement des sept. Voilà, jugement par les sept, je ne sais pas c'est quoi l'appellation. Désolé, hein, je fais vraiment la vidéo juste après avoir vu, j'ai les événements en tête, mais pas tout. C'est vraiment une réaction à chaud. Donc déjà, personne ne sait ça correspond à quoi un jugement des sept. Même nous, on ne sait pas. Ordali, à combat singulier, on savait c'était quoi. Jugement des sept, non, c'est-à-dire que même le roi Maekar Targaryen, il dit quoi? Il dit un truc du genre mais qu'est-ce que c'est que cette merde, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, Baelor, il explique, il dit qu'en gros, ça va être un combat 7 par 7. C'est une ancienne tradition Andal qui consistait à remettre le sort d'un accusé entre les mains des 7 dieux. Voilà, on connaît cette religion dans l'univers Game of Thrones. Donc en gros que celui qui gagnera ce combat au niveau des équipes, donc c'est du 7 contre 7, et aura été sauvé par les dieux. Donc les dieux auront décidé de plaider en sa faveur. En gros. Voilà, c'est ça le concept. Donc voilà, c'est ça le concept du jugement des 7. Alors Dunk est effondré. Il explique qu'il ne connaît personne ici, comment il va réussir à trouver 6 autres chevaliers qui voudront bien combattre pour sa cause, plaider sa cause. Donc là il n'y a pas le choix, c'est la seule chose qui reste, c'est le seul micro-espoir qui reste à Dunk pour survivre en fait. Donc voilà, cette séquence elle se termine, on voit Sir Duncan sortir son entrevue avec les Targaryens, on le voit dépité, pour lui il ne reste plus aucune solution et c'est vraiment très dramatique pour lui. Maintenant on a peur, on se dit comment il va faire, qui il va trouver. Soudainement, sorti nulle part, comme j'ai l'impression que toutes ces apparitions, ce mec sort toujours de nulle part, l'écuyer de Sir Stephen Fossavoie, donc il se retrouve dans une espèce de taverne avec Sir Stephen Fossavoie. Il lui dit que il va s'engager pour sa cause. Déjà, on apprend qu'une personne déjà veut déjà
s'engager pour sauver la vie de Dunk. Donc déjà, voilà, c'est un petit rayon de lumière qui traverse la pénombre comme ça. Donc voilà, s'ensuit une discussion entre les deux où Stephen Fossavoy explique qu'il déteste les Targaryens, que plus personne n'a peur des Targaryens parce qu'à la base ils ont des dragons, mais maintenant ils ne font plus peur à personne, et que voilà, ce serait un bon moyen de les renverser, etc. Que donc ce sont des sales étrangers qui sont venus sur leur terre, parce que voilà, c'est ça l'histoire des Targaryens, c'est qu'après le fléau de Valyria, ils ont migré pour conquérir tout Westeros, pour migrer de Essos à Westeros, à dos de dragons, pour unifier les 7 royaumes, ou les 6, parce que je crois que Dorne il n'était pas unifié, bref, c'est pas la question là. Mais du coup, voilà. Donc, voilà, Izzy va s'engager, etc. Dunk, on le voit déjà beaucoup moins pessimiste et voilà, beaucoup plus content. Donc en même temps, il y a Aegon 5, donc Egg, qui rentre avec Tyrion, qui explique leur situation, que du coup Maekar Targaryen va s'engager pour l'honneur de son fils, donc il va être dans les 7 avec des membres de la garde royale. Donc, voilà, déjà ça aide à savoir à Dunk qui il va affronter, qui il y aura en face. Donc voilà, donc Daeron Targaryen explique pourquoi il a menti, pourquoi il a dit ça à son père, etc. Que c'est parce qu'il était obligé de lui dire quelque chose. C'est une explication très conne, mais bon, c'est vrai, il était obligé de lui dire quelque chose. Donc il a préféré mentir, choisir la solution la plus facile. Et voilà, quoi, pour se sortir d'affaire et pour qu'on le laisse tranquille. Donc on voit déjà que Daeron Targaryen, c'est pas le plus fiable, c'est pas le plus sain de toute cette famille qui est complètement fou, hein, qui sont complètement fous. De toute façon, la maison Targaryen en tant que telle, on nous l'a bien prouvé à travers Aemond, dans la House of Dragon, même Daemon Targaryen. Voilà, Viserys, le roi fou, Maekor le cruel à travers l'histoire. Les Targaryens, c'est du n'importe quoi, ils sont tous fous. Et il nous explique aussi que Aerion est fou et que eux, ils aimeraient bien être face à lui. C'est ce qu'il explique. Aegon 5, il explique qu'il le déteste, qu'il aimerait bien le voir mourir, même si c'est quelqu'un de sa famille, qu'il est très cruel et du coup qu'il a un peu ce trouble où dans sa tête, il pense que c'est la réincarnation d'un dragon. Voilà, après, je ne veux pas spoiler l'histoire, mais je crois qu'il y a un truc par rapport à ça au niveau de sa mort, etc. Et donc voilà, il trace un peu le personnage, il nous raconte des anecdotes pour savoir pourquoi Aerion Targaryen est une ordure. Et donc voilà, donc nous, ça nous aide aussi à nous situer vis-à-vis de Aerion Targaryen et bien évidemment de le détester encore plus que la simple raison qu'il est face à Dunk, parce que voilà, nous on a vraiment envie que Dunk gagne parce qu'on est attaché à lui, on a envie que sa situation s'améliore, on a envie qu'il ait un peu plus de confiance en lui, on croit en lui, on l'aime. Donc là, je crois, si je me rappelle bien dans l'ordre, là il doit aller récupérer ses équipements. Donc le grand bouclier avec le gros arbre, que du pied son, désolé, là j'allais dire la meuf de Tonika, mais c'est un peu réducteur. Donc la fille des marionnettes lui a un don comme il voulait. Donc voilà, c'est aussi le forgeron qu'on avait vu dans l'épisode 2, il me semble. Voilà, il nous parle, il lui dit qu'il va s'inscrire, qu'il aimerait avoir des équipements, qu'il va avoir des équipements plus grands, etc. Duncan, en parlant avec le forgeron, on sent aussi qu'il est vraiment très défaitiste, qu'il n'y croit pas du tout avec sa victoire, même il commence à interpréter le dessin qu'il y a sur le bouclier et dire qu'en gros c'est un signe de malchance parce que le soleil se couche et l'arbre, tu vois, l'arbre ça représente Duncan, enfin, c'est vraiment son signe, comme le dragon représente les Targaryens ou le loup les Stark, et on a l'impression que c'est vraiment cet arbre du chevalier qui dort sous les arbres, etc. Et qu'en gros, voilà, la nuit commence à arriver, que c'est la fin pour lui. Le forgeron qui avait dans l'épisode 2 montré un visage très froid et fermé, tout ça, là on sent vraiment que comme nous, il a de l'empathie pour Duncan et il a envie qu'il gagne. Il lui fait même un prix sur le bouclier et tout, une pièce de bronze, donc on comprend que ça vaut rien, etc.
parce qu'il a envie de voir Duncan gagner, qu'il ait toutes les chances de son côté. Donc voilà, on s'approche du moment tant attendu, donc le moment du jugement des 7. Donc voilà, quand Duncan arrive sur le lieu, donc il voit les 4 autres chevaliers que Stephen Fosso voit, qui se sont engagés pour lui, qui sont prêts à mourir pour lui et défendre sa cause. Donc voilà, il est super content, il voit déjà qu'il y en a 4, donc il y en a un qu'on a déjà vu, non il y en a 2 qu'on a déjà vu, donc il y a le très grand Lionel Baratheon, moi je l'adore ce mec, voilà, son casque avec les trucs hyper excentriques, moi j'aime vraiment bien ce personnage et tout ça, il s'était lié d'amitié avec Duncan, c'était tout normal qu'il risque sa vie pour Duncan dans le cadre du jugement des 7, parce que c'est ça qu'il explique aussi, il n'y a pas eu de jugement des 7 depuis plusieurs années, le seul qu'on connaît autre dans l'histoire, c'est celui de Maegor le Cruel, il y a très longtemps. Donc voilà, il dit que ce serait un honneur de combattre contre les Targaryens, etc. Et que c'est Aegon V qui leur a demandé de venir. Donc il y a aussi un autre qu'on a déjà vu qui a un truc à l'œil. Donc voilà, je sais plus trop son nom non plus. Donc il y a aussi le chevalier qui avait affronté dans l'épisode dernier Aerion, donc au tournoi, etc., qui est blessé à la jambe, qui explique qu'il aimerait bien prendre sa revanche sur Aerion Targaryen. Donc voilà, donc déjà Duncan parle avec beaucoup plus d'assurance, on le voit un peu plus content, bien que stressé, mais voilà, là c'est le moment du jugement des 7, donc ils arrivent dans une sorte d'arène toute boueuse avec des gradins sur les côtés, etc., les opposants en face et eux, donc là ils voient Sir Stephen Fosso voit arriver, tout naturellement, là pour l'instant ils étaient que 5, donc il leur manque un chevalier, donc nous aussi on se dit oh, il manque un chevalier, qui vont trouver tout ça. Donc là c'est le moment de la grosse trahison de l'épisode, donc Stephen Fosso lui dit qu'il va t'en manquer 2, parce que depuis le début il se foutait de sa gueule et qu'il va aller combattre avec Aerion Targaryen en échange, je crois qu'il y a d'un titre ou ils lui ont donné un château ou une connerie dans ce genre. Et donc voilà, il lui fait sa petite morale, il lui dit oh, t'as vraiment... non c'est son écuyer, c'est ça qui est marrant, c'est son écuyer qui lui dit t'as vraiment vendu ton honneur pour un château, etc. Et il dit la phrase en mode dans l'histoire, les gens ont vendu leur honneur contre bien pire qu'un château. Donc voilà, moi j'avais pas confiance en lui. C'était pour ça que quand il a dit moi je vais me battre pour toi Duncan, je voyais la date pas arriver, je me suis dit allez, vas-y, lui il ment. Voilà, parce qu'on sait que c'est un enfoiré et tout ça. Donc là il montre bien qu'il est un enfoiré, donc là on a la rage. Donc oh, Duncan il lui manque 2 personnes, quand même, il va faire. Et en plus, il va voir le mec du tournoi, je sais pas c'est quoi son nom, c'est celui-là qui est de la ville. Et du coup devant Aerion, tout ça, et il lui dit en gros, ouais, t'as pas trouvé, il te manque, t'as pas trouvé les 6 chevaliers qui doivent combattre avec toi, il t'en manque 2, donc c'est-à-dire que t'as perdu, et que tu dois subir le châtiment des 7, etc. Donc ta cause n'est pas bonne. Voilà, c'est un petit coup dur dans l'histoire. C'est un petit coup dur pour nous aussi, et notre petit cœur de spectateur qui pensait que tout allait rouler pour Duncan. Donc, oh, comment il va faire? Donc, il lui demande de lui laisser encore un tout petit peu plus de temps, un instant, pour trouver une solution. Donc, il s'est accordé, il retourne de son côté. Et du coup, là, il parle avec l'écuyer de Sir Stephen Fosso. Ah, je ne connais pas son nom. Voilà. Qui va me juger? Personne, je ne connais pas. Bref, je ne connais pas son nom, etc. Et donc, voilà, l'écuyer, il lui supplie que Duncan l'adouble pour que ça lui fasse un chevalier. Parce qu'on oublie que Duncan est un chevalier et qu'il a cette capacité, il peut faire chevalier les autres. Alors, voilà, déjà, c'est une bonne solution. Même si je ne suis pas sûr que dans la balance, l'écuyer va faire beaucoup plus que la garde royale. Rien, mais bon, on prend. Donc voilà, et donc là on voit que Duncan, au moment où il doit adouber l'écuyer, il galère. Il
connaît pas ce qu'il faut dire, il a peur, il est un peu gêné, etc. Donc on voit Lionel Baratheon sur le côté qui le regarde un peu bizarrement en mode vas-y, il y a double, qu'est-ce que t'attends, etc. Donc Lionel Baratheon, il comprend et du coup il commence à doubler l'aiguille. Et là c'est une scène mais vraiment magnifique avec les musiques dans cet épisode et tout le côté dramatique et tout ça. C'est trop fort, c'est tout ce qu'il y a de plus Game of Thrones. Merci. Donc il y a les paroles de l'adoubement au nom de la mer, au nom du guerrier, etc. en rapport avec les 7 dieux dans l'univers de Game of Thrones. Donc voilà, il y a cette scène, tout ça. Mais il en manque un. Il manque un seul. Il manque un chevalier qui va combattre pour Duncan. Donc Duncan à terre, dans la détresse, il commence à faire un speech au milieu de l'arène devant tout le monde. Il met en valeur les valeurs des chevaliers, l'honneur, etc. Le fait que lui, il soit innocent et qu'à la base, il a juste protégé une innocente et il se retrouve ici. Et donc, il appelle à toutes les personnes dans l'arène de se dévouer pour lui, que quelqu'un l'aide, etc. Que quelqu'un se propose pour venir rejoindre ces 7 chevaliers. Et là, du coup, quelqu'un se lève dans le public. Oh, on se dit, yes, Duncan est sauvé, il a trouvé quelqu'un. Et cette personne fait la chose la plus avec Knight of the Seven Kingdoms-esque. Il pète un gros P, un P de bâtard, en plein milieu du truc, d'une scène de tension, et ça vient casser complètement. Et ça, je trouve, parce que c'est super en fait, parce que c'est l'ADN un peu de Knight of the Seven Kingdoms. Et en 4 épisodes, à mon sens, ils ont su trouver une ADN. Ils ont su trouver quelque chose, une esthétique, un ton dans la narration, etc. très reconnaissable et très propre à cette série. Parce que par exemple, le respect House of Dragon en 2 saisons n'ont pas réussi. Parce qu'à mes yeux, House of Dragon est un peu une sorte de Game of Thrones du pauvre. C'est la même histoire, on reprend les mêmes personnages, on les change un peu, on change un peu l'intrigue, mais c'est exactement la même chose. Je suis pas là pour parler de House of Dragon, peut-être dans une autre vidéo, on comparera un peu les 3 grosses œuvres en rapport avec les romans de George R. Martin. Et tout le monde se moque de Duncan, on sent Duncan pathétique. On voit que c'est la fin, quoi. C'est la fin, tout le monde est triste. Voilà, Duncan, il va y passer ou pas. Et là, on entend des bruits de grosses portes, on entend un peu des bruits de clés, tout ça, etc. Oh, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment. Là, il y a quelqu'un qui doit mourir ou pas. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et là, je pense qu'à ce moment-là, on a assisté à la plus grande scène depuis la série Game of Thrones. Dans cet univers, on est peut-être à la plus grande scène depuis, je sais pas moi, le roi de la nuit qui brise le mur dans le nord de Westeros. Donc là, on voit un chevalier arriver en la direction de Duncan, un chevalier couvert des ornements, de l'emblème, etc. Des Targaryens. Mais on se dit, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Il se met à hauteur de Dunk, il enlève son casque et sous le masque, c'est Baelor Targaryen, le thème principal de Game of Thrones, se lance et il explique qu'il va combattre pour Duncan contre sa propre famille. Sur le cul. Je vois ça, c'est signé, c'est cousu main, c'est trop fort. Ce qu'ils font là, c'est trop fort. Ce qu'ils ont fait avec mon cœur à ce moment-là, c'est trop fort. Quand je l'ai vu, je vous le dis, je me le suis remis 4 fois parce que c'est trop fort. Avec la musique, c'est la première fois qu'on la entend. Cette putain de musique, elle est incroyable. C'est trop fort. Incroyable. Incroyable. On se dit, mais putain, c'est parti quoi, let's go. Même Duncan, on le voit, il est décomposé. Qu'est-ce qui se passe? Maekar Targaryen qui s'approche vers son frère, lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, défendre les innocents, c'est ce que doit faire un chevalier, je combattrai pour lui, etc. Nanani, nanana. Et c'est trop fort la hype qu'ils ont réussi à me mettre à moi. J'ai jamais été autant pressé d'un autre épisode. C'est trop fort ce qu'ils ont fait. C'est trop fort ce moment où
Baelor Targaryen arrive, enlève son casque, dit je vais combattre pour Duncan, la musique de Game of Thrones se lance, même si c'est une musique un peu remixée, mais on comprend directement que c'est elle. C'est trop fort l'épisode, donc on voit commence à lever les épées, etc. Écran noir, directed by je sais plus quoi, nanani nanana, et c'est trop fort. Et c'est trop fort, cet épisode est une putain de réussite, un épisode de ouf, un épisode rempli de tension, on est sur le cul pendant, c'est quoi, 34 minutes, mais pourquoi ça dure 34 minutes? Des scènes en plus, ça nous aurait pas fait de mal, j'en veux plus, s'il vous plaît, je veux ma dose, Knight of the Seven Kingdoms, c'était trop fort, Baelor Targaryen, je t'aime, quand je serai grand, je veux devenir toi mon pote, la petite ma mère, c'était trop fort. Donc voilà. Donc je me suis senti même obligé de faire cette vidéo parce qu'en fait j'étais sur les émotions toute la soirée après avoir vu cette scène. Et malheureusement je me suis fait spoiler sur Twitter. J'ai regardé l'épisode le soir, il devait être 21h entre là. Je me suis baladé sur Twitter. Il y a un enfoiré, il a écrit littéralement le plot twist comme quoi Baelor Targaryen s'engageait pour Duncan, il l'a écrit en gros, je ne comprends pas pourquoi faire ça. Les gens, vous êtes des enculés. Franchement, c'est très grave de faire ça. Moi, je savais, mais j'attendais en fait ça tout l'épisode, j'attendais de voir cette scène. Et la scène, je suis vraiment pas déçu, c'est trop fort en fait. Je me la suis remis plusieurs fois après, très simplement. Très honnêtement. Donc voilà, j'ai hâte de cet épisode 5. En plus, 37 minutes, j'ai regardé un peu combien elle allait durer. C'est le deuxième plus long après le premier. On a hâte de savoir ce qui va se passer. Et si c'est encore à ce niveau, je referai une vidéo pour parler de cet épisode. En tout cas, si vous avez kiffé mon analyse, si vous avez kiffé la vidéo, etc., abonnez-vous, mettez la petite cloche, commentez, on en discute, rejoignez-moi sur mes réseaux, ou m'envoyer un message, on peut en discuter. Je vous aime, à la prochaine vidéo. My expert opinion.